Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer par parler de la stigmatisation. À partir de ce document, vous reconnaissez peut-être le logo, l'image en lien avec le plan d'action en santé mentale 2015-2020. Donc ça, c'est un petit peu un sous-produit ou un complément à ce plan d'action-là. Et on va étudier là, la lutte à la stigmatisation et à la discrimination dans le réseau de la santé et des services sociaux. Puis vous, comment, comme père aidant, vous allez contribuer à repérer des éléments là, qui entretiennent la stigmatisation à l'encontre des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, vous pouvez regarder les documents. Voici une copie. Je vais chercher un partage d'écran de documents. On va regarder ça point par point. Puis évidemment, on va faire des liens avec vos stages. Qu'est-ce que vous avez vous-même pu repérer lors de vos stages dans les milieux de pratique? L'importance de lutter contre la stigmatisation et la discrimination associée à la maladie mentale et particulièrement aux personnes atteintes de troubles mentaux ou qui l'ont été dans le passé fait consensus. Hein? C'est important de lutter contre ça. Plusieurs établissements, organismes communautaires et autres partenaires du réseau de la santé et des services sociaux, hein, R3S, ont acquis un savoir-faire sur ce sujet et mènent des actions de lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Avec le plan d'action en santé mentale, ce qui remontait déjà à 2005, la force des liens, le ministère de la Santé et des Services sociaux énonce que la stigmatisation associée à la maladie mentale, aux personnes qui en sont atteintes et aux services destinés à ces personnes, constitue un frein à l'intégration sociale et au recours à une aide adéquate en temps opportun. On voit que ça n'a rien d'anodin. Puis vous voyez, il y a 3 niveaux de stigmatisation contre la maladie, contre les personnes qui auraient la maladie, mais aussi contre les services, à l'encontre des services psychiatriques. Il y a de la discrimination. Donc, les intervenants en santé mentale eux-mêmes, par rapport à d'autres, sont un peu victimes de stigmatisation. Le ministère, en 2005, s'était alors engagé à produire une campagne nationale de sensibilisation et d'information sur la maladie mentale, ciblant la population en général, les personnes atteintes et les intervenants du réseau. Ce réseau était invité à planifier des activités d'information et de sensibilisation en matière de santé mentale en adaptant le contenu de la campagne nationale aux réalités régionales ou locales en collaboration avec des partenaires. Plus récemment, le plan d'action 2015-2020 comprend pour sa part des mesures précises là, relatives à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Des attentes plus concrètes y sont formulées. Mentionnons la mesure 1.2. Afin de lutter contre la stigmatisation et la discrimination au sujet de la maladie mentale et des personnes qui en sont atteintes ou qui ont présenté un trouble mental dans le passé, le ministère poursuivra ses campagnes d'information et de sensibilisation. On en a vu dans les médias. Mais aussi, chaque établissement responsable d'offrir des soins et des services en santé mentale inclura dans son plan d'action sur la primauté de la personne dans l'organisation et la planification des soins et services, des activités de lutte contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes atteintes de troubles mentaux en ciblant prioritairement les intervenants qui travaillent dans les établissements de santé et de services sociaux. Ces actions s'appuieront sur des pratiques dont l'efficacité est reconnue en privilégiant la stratégie de contact. Quand on parle de stratégie de contact, ce qui a été démontré comme efficace, hein, l'efficacité reconnue dont on discute ici, c'est qu'on luttait contre la stigmatisation. Ce qui marche le plus, c'est d'exposer, mettons dans ce cas ici, là, les professionnels directement à des usagers, le service de santé mentale. C'est de ça dont les gens se souviennent le plus 3 à 6 mois après un événement. Beaucoup plus que le contenu scientifique qui aurait été livré lors d'une conférence, par exemple. Puis c'est ce qu'on avait fait. Certaines d'entre vous étaient là le 23 mars 2018, là, dans un CIUS, où on avait appliqué très précisément cette recommandation et en lien avec l'impératif de primauté de la personne.
on avait organisé cet événement de développement professionnel continu où c'était des étudiantes pères aidantes là, qui étaient venues un peu parler de leurs attentes par rapport à tout ça. Ça avait, puis à peu près 1 an et demi plus tard, maintenant, il y a 6 pères aidants qui ont été embauchés. Ça a fonctionné. Pas tous à temps plein, là, et puis incluant les pères aidants famille. Chaque établissement responsable d'offrir des soins et des services en santé mentale s'assurera que des personnes utilisatrices de services en santé mentale, des membres de leur entourage, des acteurs du réseau public et du milieu communautaire participeront activement à la planification, à l'organisation, à la réalisation et à l'évaluation de ces activités. Le présent guide est un complément du document intitulé « Plan d'action sur la primauté de la personne dans la prestation et l'organisation des services ». Ce plan est élaboré à l'intention des établissements responsables d'offrir des soins et services en santé mentale en vue de la réalisation de la mesure 1 du plan d'action. Spécifiquement, il vise à soutenir les établissements concernés dans la réalisation de la mesure 1.2.2. Vous pourrez aller voir, là, c'est une bonne chose si vous êtes invité en entrevue pour appliquer sur un poste de père aidant, de connaître l'articulation-là, cette articulation entre les différents documents gouvernementaux. Si vous pouvez nommer les mesures, là, ça montre que vous connaissez votre domaine. La première section donne de l'information sur la stigmatisation en général et sur la stigmatisation dans le réseau. La deuxième s'attarde plutôt aux principales stratégies de lutte contre la stigmatisation et une troisième est consacrée à la mise en œuvre de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans chaque établissement, notamment par l'amorce d'une démarche réflexive, de même que la réalisation d'activités. Nous, ce qu'on avait proposé, c'était comme démarche réflexive. Une bonne façon de le faire, c'est la formule du développement professionnel continu. C'est à ça que ça sert. Et pour ça, ça prend au moins 25 d'interactivité entre les professionnels pour qu'ils réfléchissent sur leurs pratiques. La portion le réflexive. Puis nous, ces activités interactives étaient co-animées par les usagers pères aidants. Puis la 4e section présente une liste de ressources et d'outils pouvant servir les établissements. Vous pourrez y voir ça, mais nous, on ne regardera pas ça en détail. Qu'est-ce que la stigmatisation? Les maladies mentales s'accompagnent toutes d'une stigmatisation, bien que celle-ci soit plus marquée lorsque le comportement de la personne ne concorde pas avec ce qui est reconnu comme étant la norme. Un stigmate social est ce dont est affublée une personne ou un groupe de personnes dont certaines caractéristiques les différencient de la norme sociale. La stigmatisation est vécue comme un profond discrédit venant de la société. Elle peut être accompagnée de honte, de culpabilité, d'un sentiment d'infériorité, d'un désir de passer inaperçu. La stigmatisation est souvent associée à une souffrance plus importante et persistante que celle causée par la maladie mentale elle-même et ses symptômes. On dit souvent, c'est plus difficile de se libérer de la stigmatisation que de se libérer des symptômes de la maladie elle-même. Certaines personnes doivent composer avec une double ou une multiple stigmatisation en raison de leur apparence, appartenance à une minorité, culturelle, religieuse ou sexuelle, d'un autre état, trouble ou affection, déficience physique ou intellectuelle, autisme, VIH-Sida, ou de troubles concomitants, alcoolisme, toxicomanie, dépendance, ou du fait qu'elles sont judiciarisées en situation d'itinérance ou de pauvreté. Les expériences de stigmatisation seraient particulièrement fréquentes chez les jeunes et les jeunes adultes qui sont atteints d'un trouble mental. Des stéréotypes et des préjugés sont souvent associés aux personnes atteintes de troubles mentaux. Pensons à l'association entre la maladie mentale et la dangerosité, le manque de volonté, la paresse ou l'incapacité parentale. Certains ont la croyance que ces personnes sont responsables de leur maladie, ne sont pas intelligentes, qu'elles sont inaptes à décider par elles-mêmes ou dépendantes de leur entourage et de la société. Les différents types de stigmatisation suivants peuvent être observés. Il y a la stigmatisation sociale ou socio-stigmatisation, qui est associée à des appréhensions ou à des réactions de la population envers les personnes qui sont atteintes d'une maladie mentale ou qui l'ont été dans le passé. Il y a
stigmatisation internalisée ou autostigmatisation, qui est une conséquence directe de la stigmatisation sociale. Elle correspond à l'internationalisation, internalisation, excusez, de la stigmatisation par la personne qui en fait l'objet ou son adhésion à cette stigmatisation. Elle peut entraîner une perte de confiance en soi et un retrait de la vie sociale. La stigmatisation internalisée affecte l'identité de la personne et constitue un frein important à l'autodétermination et au rétablissement. Puis vous irez voir, j'ai placé une capsule sur Studium issue du cours du MOOC qu'on prépare. Vous me voyez un peu décrire le phénomène qui s'appelle l'effet « Pourquoi essayer ?» Où là, ça, c'est décrit. Hein, c'est quoi l'autostigmatisation? Bien, on sait ce que la société pense en général, on va dire des malades mentaux. Puis ça, deuxièmement, on adhère, on est d'accord avec ça, ces préjugés-là. Et puis finalement, on se les applique à soi-même. Par exemple, je reprends l'exemple qu'il prenait ici, la société se dit que les gens, s'ils se bottonnent derrière un petit peu, là, ils pourraient se mettre en action, puis c'est plus ou moins parce qu'ils ne veulent pas travailler, qu'ils font plus ou moins semblant d'être dans cet état-là. Puis là, c'est, imaginez quelqu'un qui pense à ça, puis là, qui apprend, qui reçoit un diagnostic, puis qui avait déjà adhéré à ce stéréotype-là. Ben là, il va se l'appliquer à soi-même. Hein? Tu as peut-être vécu ça, on se sent coupable, voyons donc. Je pensais qu'il suffisait qu'on se batte là derrière, j'essaye, puis c'est vraiment ce que je suis donc bien poche, tu sais. Donc là, en se disant ça, ben, tu vas moins chercher de l'aide. C'est lié aussi. Si je ne vaux pas la peine, tu sens que tu ne vaux pas la peine, ben, tu vas dire, ben, je ne dérangerai pas les gens, je ne vaux pas la peine. Donc, si tu n'as pas de l'aide qui pourrait t'aider, puis tu restes avec cet état d'esprit-là, ça se peut que ton rétablissement soit retardé. Tu ne te mets pas en action. C'est là que l'intervention des pairs aidants ben, va contribuer à éviter l'autostigmatisation en étant un exemple vivant que ben, je pensais comme toi, je me sentais dévalorisé, j'endossais ça, ce stéréotype-là. À un moment donné, j'ai réalisé que c'était de la foutaise. Puis, moi, ça m'a permis de me libérer de cette emprise de la stigmatisation sur ma propre autostigmatisation. C'est là que la personne, l'idéal, il faudrait que ça vienne en même temps que le diagnostic pour éviter l'autostigmatisation liée à l'annonce du diagnostic. Il me semble. Puis ensuite, vous irez voir, stigmatisation par association ou stigmatisation structurelle. Puis là, ben, on fait référence alors aux obstacles institutionnels et aux pratiques institutionnalisées qui nuisent à la participation sociale, au plein exercice de la citoyenneté des personnes qui sont atteintes d'une maladie mentale et qui l'ont été dans le passé. La stigmatisation peut affecter toutes les facettes de la vie d'un individu, notamment la santé, le parcours scolaire et professionnel, l'accès à un logement adéquat, les relations familiales et interpersonnelles. Les effets néfastes de la stigmatisation sont aussi vécus par le personnel du réseau. En effet, plusieurs travailleurs de la santé sont réticents à demander de l'aide lorsqu'ils vivent des difficultés relatives à leur santé mentale. Certains optent pour l'automédication au lieu de recourir à des soins ou à des services par crainte de répercussions négatives d'un jugement de la part de leur employeur ou de leurs collègues. En outre, plusieurs vivent des difficultés relatives à leur retour à l'emploi à la suite d'une absence en raison d'un problème de santé mentale. Les personnes qui apportent du soutien ou qui prodiguent des soins et des services peuvent être à l'origine d'attitudes et de comportements stigmatisants envers les personnes qu'elles accompagnent. En effet, comme partout dans la société, on retrouve de la stigmatisation associée à la maladie mentale dans le réseau et chez ses partenaires, dans les services de santé mentale et dans les autres secteurs. Alors que dans la communauté, elle prend généralement la forme d'un fort désir de distance sociale, la stigmatisation prend un autre visage dans les services de santé.
Les comportements stigmatisants peuvent être inconscients ou motivés par une intention bienveillante. Plusieurs facteurs organisationnels et individuels peuvent alimenter ou favoriser les attitudes et les comportements stigmatisants dans le réseau. Mentionnons un sentiment d'impuissance, un sentiment d'inconfort, d'incompétence ou un manque de formation, une vision pessimiste du rétablissement de la personne ou de son processus de rétablissement, la croyance que la personne n'est pas un partenaire et qu'elle n'a pas à être considérée comme un membre à part entière de l'équipe de soins, et une fatigue ou ce qu'on appelle une usure de compassion. Il y a aussi un manque de conscience de ses propres préjugés et de ses attitudes stigmatisantes. C'est pour ça qu'on en discutait la semaine passée. Hein? Incluant pour les pères aidants, il ne faut pas penser que nous, ça ne nous concerne pas. Là. Un manque de temps ou un sentiment d'être sous pression, des expériences personnelles négatives et marquantes associées à la maladie mentale. Les comportements stigmatisants peuvent prendre différentes formes, à savoir des comportements discriminatoires ou injustes, une attitude ou un langage condescendant, paternaliste, infantilisant ou irrespectueux, de dénigrement ou le blâme, l'évitement, une attitude pessimiste quant au pronostic, au rétablissement ou au potentiel de la personne, l'utilisation d'étiquettes, fait référence à la personne par son diagnostic, par exemple, de la généralisation, exemple, les personnes avec troubles de personnalité limite sont comme ceci ou comme cela, ou encore d'un vocabulaire inadéquat. Il y a aussi une attitude de prise en charge, de réduction de la prise de risque ou des opportunités pour la personne par souci de protection. Hein, ce n'est pas nécessairement pour mal faire. La minimisation des propos tenus ou des symptômes physiques décrits par la personne. Voir la notion d'effet, on va discuter là, de l'ombrage diagnostique, on en a déjà parlé d'ailleurs dans le cours, là. C'est-à-dire que lorsque les personnes se disent « j'ai mal ici » ou « j'ai mal là », souvent les gens vont faire le lien « ah, c'est dans ta tête ». Donc, on n'investigue pas de la même façon les problèmes de santé physique chez les personnes qu'on sait qui ont des problèmes de santé mentale. La stigmatisation dans le réseau a de nombreux effets négatifs sur la personne et les membres de son entourage. En plus des effets négatifs précédemment énumérés, s'ajoute un sentiment d'impuissance, une perte d'espoir et d'estime de soi, de la stigmatisation internalisée, de la peur, de l'humiliation, frustration et de la colère, anxiété et sentiment de persécution, bris de confiance envers les intervenants, les professionnels de la santé, les services de santé mentale ou les services de santé en général. C'est un frein à la demande d'aide de la personne souffrante, notamment chez les jeunes, ce qui peut occasionner une aggravation de l'état de santé ou la nécessité de recourir à des interventions plus complexes et contraignantes. De plus, certaines pratiques peuvent être reconnues ou vécues comme étant stigmatisantes par les personnes utilisatrices et leurs membres d'entourage, même lorsque le recours à ces pratiques respecte les règles établies et le droit des personnes. Il suffit de penser à l'examen des sacs à l'arrivée ou au retour d'une sortie ou à la prise en charge par l'équipe soignante de la gestion des objets personnels de la personne hospitalisée. D'autres pratiques peuvent carrément aller à l'encontre des droits de la personne, par exemple la transmission inadéquate d'informations ou un recours à l'isolement ou à la contention allant à l'encontre des protocoles d'application des mesures de contrôle. La perception d'avoir vécu de la stigmatisation, de la discrimination affecte la personne moralement et peut entraîner une perte de confiance envers les intervenants et les services. Ainsi, cette perception peut avoir un effet négatif sur son rétablissement et sur sa santé. Il est donc primordial que les gestionnaires et les intervenants soient sensibilisés aux attitudes et aux comportements qui pourraient être perçus comme stigmatisants ou discriminatoires. À ce sujet, une attention particulière doit être accordée aux jeunes, lesquels sont réticents à recevoir des services en santé mentale. De plus, il importe de rappeler que tout gestionnaire et tout intervenant doit être au fait des droits et des recours, des lois et des mécanismes de traitement des plaintes en vigueur et agir dans le respect de ceux-ci. Souvent, dans les équipes, les gens vont s'attendre à ce que le père aidant soit un peu spécialisé dans ces derniers éléments-là. Vous aurez intérêt à connaître les droits, les recours, les mécanismes de traitement des plaintes. Parce que faut éventuellement accompagner les gens dans l'expression de leurs plaintes. Fait que ces gens-là vont dire « Hey, j'ai un problème, vous voudrez me plaindre de ceci. » Il y a un mécanisme qui existe.
Il y a une façon de le faire. L'ombrage diagnostique. Les personnes atteintes d'une maladie mentale ont une espérance de vie moindre que celle de la population générale. Cet écart s'explique par plusieurs causes, dont l'une serait un moindre accès à des soins de santé physique de qualité. À ce sujet, l'effet ombrage du diagnostic, en anglais le diagnostic overshadowing, est un phénomène qui fait en sorte que le diagnostic psychiatrique d'une personne fait ombrage aux symptômes physiques déclarés par la personne et observables par le professionnel de la santé. Cette situation s'explique par un manque d'information, de formation du personnel soignant, par l'attribution erronée de symptômes physiques à la maladie mentale, ainsi que par le manque de crédibilité souvent accordée aux propos des personnes atteintes de maladie mentale dans le réseau. Donc, les conséquences peuvent être tragiques. Quand on regarde là, la possibilité même d'une mort prématurée. On va regarder maintenant, heureusement, il y a des stratégies de lutte à la stigmatisation. Les 3 principales stratégies décrites dans la littérature sont l'éducation, le contact et la protestation. Ainsi, lorsqu'il est mentionné dans la mesure 1.2.2, les actions fondées sur les stratégies de contact ciblant le réseau et les personnes qui y travaillent doivent être priorisées parce que ces actions sont davantage propices au changement de comportement qui peuvent avoir un effet direct sur les personnes utilisatrices de services et les membres de leur entourage. Toutefois, lorsqu'il est pertinent de le faire, l'établissement peut soutenir d'autres formes d'action et ainsi s'inscrire dans un mouvement plus large de lutte contre la stigmatisation. Les stratégies de lutte fondées sur l'éducation adhèrent au principe selon lequel les personnes qui ont une bonne compréhension des maladies sont moins portées à la stigmatisation et à la discrimination. Ces stratégies visent à sensibiliser et à informer la population ou à confronter les mythes entourant la maladie mentale afin de changer la perception de la population ou d'un groupe de population sur un sujet donné. Elles ont pour principaux avantages d'être faciles à utiliser et transférables d'un organisme à l'autre. Bien qu'elles aient le potentiel d'améliorer les connaissances et d'entraîner une modification des perceptions, elles se traduisent rarement par des changements significatifs d'attitude et de comportement. C'est beau de connaître les phénomènes, avoir de l'information là-dessus. Si ça ne change pas grand-chose, il n'y a personne qui en bénéficie vraiment que de ce type de stratégie de lutte à la stigmatisation. Pour entraîner de tels changements, l'éducation doit cibler un groupe de population précis et être combinée à des stratégies de contact, dont celle décrite ci-dessous. Cette combinaison est d'ailleurs reconnue comme étant idéale en matière de lutte contre la stigmatisation, donc combinaison de contact et d'information. Les stratégies de contact sont fondées sur la reconnaissance et la valorisation du savoir expérientiel. Elles reposent sur des interactions interpersonnelles positives et authentiques entre une personne atteinte d'un trouble mental ou qui l'a été dans le passé, qui se dévoile, et une ou plusieurs personnes du groupe ciblé. Par exemple, des intervenants en santé mentale qui sont réunis lors d'une activité de développement professionnel continu. Ce contact avec une personne qui représente un modèle positif de rétablissement vise la diminution de la peur et de la distance sociale, ainsi que l'augmentation de la sympathie et de la reconnaissance de la personne dans sa globalité. C'est un peu ce qu'on peut observer. Quand tu penses ceci de manière abstraite, souvent, cette abstraction-là s'évapore au contact d'une réelle personne de ce groupe-là. C'est encore plus vrai quand tu en as un proche de ta famille. Donc, cette mise en contact dans un même environnement, là, c'est ce qui vous arrive comme père aidant dans les équipes multidisciplinaires. Bien, vous êtes un peu constamment représentant d'une stratégie de contact. Puis on se dit, les gens, à la longue, ils vont changer d'optique parce qu'ils vont développer des sympathies naturelles comme avec n'importe quel autre travailleur. Ah, t'aimes ça, jouer aux échecs? Moi aussi. Des choses aussi simples que ça, qui développent, qui met à portée des uns et des autres le fait de pouvoir être en relation interpersonnelle. La stratégie de contact mise donc sur la rencontre humaine et l'échange. Elle peut prendre la forme de conférences, de témoignages, d'animations de kiosques, d'activités artistiques, sportives ou d'autres activités communes entre les intervenants et les personnes en rétablissement.
Il est également possible d'organiser des activités de contact indirect à l'aide de capsules vidéo ou de livres. Pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel, les activités de contact doivent miser sur l'égalité entre les participants, donc être réalisées en dehors d'un rapport thérapeutique ou hiérarchique. Les participants doivent avoir l'occasion d'échanger des idées et d'interagir. Le partage d'objectifs mutuels est facilitant. On va regarder ici un petit peu le dévoilement. Se dévoiler consiste essentiellement à révéler à d'autres notre problème de santé mentale ou notre relation avec une personne dans cette situation, que ce soit passé ou présent, à parler d'un épisode de vie qui y est lié à ce vécu-là, à échanger sur notre rétablissement ou celui d'un proche, à se montrer davantage comme nous sommes, idéalement avec tact et respect de soi et de l'autre, en brisant les tabous sociaux qui incitent beaucoup de personnes à cacher ces aspects de leur existence. Si seules les personnes en période de crise sont associées à la maladie, aux troubles ou à la réadaptation-rétablissement, on envoie un faux message quant à ce qu'est la santé mentale, les troubles mentaux et l'être humain en général. Et puis, c'est ce qui vous est demandé de faire lorsque vous intervenez dans le séminaire en réadaptation. Vous vous dévoilez comme père aidante, donc comme personne vous-même en rétablissement. Puis, l'idéal, ça va être de faire un lien, suivre ces instructions-là. Je trouve que ça décrit très bien là, à quoi pourrait ressembler l'intervention que vous pourriez faire pour aider les résidents à anticiper peut-être dans leur propre façon d'être, à reconnaître leurs propres attitudes éventuellement préjudiciables. Vous pouvez être extrêmement utile pour changer la pratique et la formation en psychiatrie. Si certaines personnes décident de garder pour elles leur histoire personnelle, préférant que leur parcours de rétablissement demeure privé, d'autres font le choix d'en dévoiler certaines facettes. La personne qui choisit le dévoilement peut avoir plusieurs motivations, par exemple, donner de l'espoir ou du soutien à d'autres, partager son vécu, réduire les préjugés dans son environnement ou auprès de son entourage. Certaines personnes partagent régulièrement leur savoir expérientiel relatif à leur santé mentale et en s'impliquant notamment dans des organismes communautaires, en travaillant comme père aidant ou comme patient partenaire. Toutefois, il se peut que d'autres personnes fassent le choix de se dévoiler pour une première fois lors d'une activité de contact indirect ou direct organisée par un établissement et des partenaires. Ces personnes doivent être conscientes que le dévoilement comporte des avantages et des inconvénients pour elles et les membres de leur entourage. Les personnes qui se dévoilent lors d'activités de contact doivent le faire en toute connaissance de cause, être dûment préparées et accompagnées. Ainsi, les établissements doivent soutenir adéquatement les personnes, qu'elles soient intervenantes ou non, qui optent pour le dévoilement dans un contexte approprié. Et puis, c'est là aussi, encore une fois, comme père aidante, vous allez accompagner des pères aidés qui vont être sollicités comme patients partenaires. Ils sont bien généreux de tout ça. Il faut qu'ils soient bien préparés, bien accompagnés. Nous, ce qu'on a déjà vu, la personne peut, si mettons, c'est prendre la parole lors d'un événement où il y a 50 personnes. C'est énervant. Des fois, ce caractère-là un peu stressant fait que la personne peut perdre le fil de ses idées, par exemple. Puis après, elle va dire « Ah, là, j'ai fait une folle de moi, cette réunion-là, par exemple. » Tu sais, combien bien la préparer, avoir cette complicité-là pour lui permettre de rester pertinent, même dans un contexte là où c'est la première fois peut-être depuis très, très longtemps qu'elle n'a pas parlé en public. Parce qu'on sait que les impacts de la stigmatisation en général, cette personne-là pourrait passer pour ça va nuire peut-être à sa réputation. Fait qu'elle était généreuse de partager son temps, puis ça se retourne contre elle parce qu'elle n'a pas eu l'accompagnement qu'il lui fallait pour bien jouer ce rôle-là. On va vouloir éviter ça à tout prix. Finalement, il y a la troisième stratégie, la stratégie de protestation, qui est une stratégie qui s'attaque aux représentations négatives ou erronées de la maladie mentale, de même qu'aux structures qui perpétuent ces représentations ou qui ont des pratiques discriminantes.
La protestation n'est pas la stratégie mise de l'avant pour la réalisation de la mesure 1.2 du plan d'action. Toutefois, il est important de se rappeler que la lutte contre la stigmatisation et la discrimination revient essentiellement à une question d'équité, à savoir que les personnes qui sont atteintes d'un trouble mental ou qui l'ont été dans le passé, de même que les membres de leur entourage, ont les mêmes droits que la population en général. Ces personnes doivent être traitées avec respect, comme tout citoyen. En tant qu'agents de changement, les établissements et les intervenants qui y travaillent doivent rester à l'affût des pratiques qui ont cours dans leur milieu, mais aussi de l'information erronée, des attitudes et des comportements discriminatoires exposés par les médias ou observables dans la société. Alors, vous avez d'autres rubriques, je vais simplement les nommer ici. Hein. Comment on actualise ça, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans un établissement cette fois-ci. On parle de reconnaître les pratiques stigmatisantes dans son milieu de travail par l'adoption d'une démarche réflexive. C'est ce qu'on va faire tantôt. On va avoir une discussion. C'est une réflexion sur notre pratique. On va se demander si on a reconnu, si on aurait pu reconnaître, comment on va se positionner pour pouvoir reconnaître les pratiques stigmatisantes dans les équipes dont on fait partie. Ensuite, on va discuter de la mise en œuvre d'actions de lutte contre la stigmatisation dans le réseau de la santé, comme père aidante associé, qu'il y a des actions collectives à entreprendre, en plus d'accompagner individuellement les pères aidés. Je vais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Puis, on va voir également, il y a des outils, allez voir ces outils-là, ça peut être utile de les connaître. Au moins, vous avez un document là, sur Studium. Là. Vous imprimez une copie. Si les gens vous demandent, bon, on veut avoir une activité de lutte à la stigmatisation, là, parce que le ministère nous demande un plan en tant qu'établissement pour actualiser là, la notion de primauté de la personne et de lutte à la stigmatisation. Puis, on voit que les pères aidants peuvent être particulièrement utiles pour ça. Et vous, là, comme père aidant, qu'est-ce que vous en pensez? Là, au moins, vous savez que ce document-là, ici, il y a des références que vous pourrez leur communiquer ou vous-même peut-être aller voir là, si ça vous intéresse. Et voilà, je pense qu'on peut arrêter la lecture dès maintenant et on va passer maintenant à l'exercice réflexif.